Voilà, donc j'invite le professeur Jandel à nous parler de quelle modalité d'avance en âge et de nous planter le décor de la matinée. Merci. Première diapositive, voilà. Elle arrive. Donc j'ai choisi, moi, d'aborder le problème sous l'angle d'une question. Quelle modalité d'avance en âge? Parce qu'en réalité, quand on appréhende le phénomène vieillissement, qui est un phénomène biologique, processus continu de la naissance à la mort, c'est un phénomène finalement qui sera repris tout à l'heure, je pense, par M. Friguet, on a trop tendance à le considérer comme un phénomène harmonieux, homogène, et je voudrais vous convaincre en fait un peu de l'inverse. Quand on essaye de définir le vieillissement, finalement on est en difficulté parce qu'il n'y a pas de définition vraiment qui soit validée, et on a évoqué à un moment donné que le vieillissement était un processus déterminé au plan biologique. Nous sommes effectivement programmés pour disparaître, avec une limite inhérente à l'espérance de vie. Ceci a été évoqué hier, je pense. On affirme également souvent que le vieillissement est un déclin fonctionnel irréversible. Et on affirme également que le vieillissement est une phase de la vie marquée par un déclin fonctionnel. Vous verrez à la fin de mon intervention qu'en fait, ces trois aphorismes sont quelque peu à revoir et qu'on peut les corriger. Vous avez certainement hier évoqué le fait qu'effectivement dans les pays occidentaux et à haut niveau de développement, mais également dans les pays à faible niveau de développement, l'espérance de vie augmente de manière tout à fait significative. Alors si on se réfère à ce qui se passe plus particulièrement en France, on voit ici effectivement que la proportion des personnes de plus de 60 ans par rapport à la population générale, tout âge confondu, va augmenter de manière très significative à partir de, finalement à partir de maintenant. On voit qu'il y a une inversion des plus de 60 ans par rapport aux plus jeunes. C'est ce qu'on appelle une modification de la répartition des âges dans les différentes tranches d'âge de la population, avec comme corollaire, effectivement, ce fameux baby boom dont vous avez certainement déjà parlé longuement. Alors cette augmentation du nombre des plus de 60 ans, qui va d'ailleurs concerner encore plus particulièrement les plus de 75 ans, eh bien, elle est la résultante de plusieurs déterminants. L'espérance de vie dont on vous a parlé certainement hier, qui augmente de manière tout à fait significative. Et vous voyez ici qu'elle a en particulier augmenté à l'occasion du passage du XVIIIe au XIXe siècle, hein, avec une progression très forte au cours du XIXe siècle, puisqu'on est passé de 47 ans en 1900 à 75 ans à la fin du siècle dernier. C'est tout à fait considérable. Et cette augmentation de l'espérance de vie associée à une réduction de la mortalité périnatale et à une fécondité qui est plus ou moins stable selon les pays explique l'augmentation très, très significative des plus âgés dans la population, avec cette inversion, je disais, des plus de 60 ans par rapport aux moins de 20 ans. Alors ceci étant dit, quand on appréhende ainsi les choses sur un plan démographique, on peut passer à côté d'éléments, et en particulier, vous savez que on exprime en général les données démographiques sous forme de moyenne, ce qui ne fait pas apparaître les différences dans un groupe d'âge. Effectivement, ce qui caractérise le vieillissement dans une population, c'est son hétérogénéité. Il y a une grande disparité des modes d'avance en âge, une hétérogénéité donc dans la population, et cette différence va être corrélée à l'âge, c'est-à-dire qu'on observera plus volontiers des différences dans un groupe d'âge avancé que dans un groupe d'âge plus jeune. Ce qu'on dirait, ce que les statisticiens exprimeraient en disant que la moyenne peut rester stable, mais l'écart type, c'est-à-dire la variabilité autour de la moyenne, augmente considérablement avec l'avance en âge. Alors vous savez qu'également, on a cette approche trop souvent fragmentaire du cycle de vie, et on a tendance à présenter effectivement la population en utilisant des vocables qui peuvent varier d'une période à l'autre. Premier âge, deuxième âge, troisième âge sont des vocables que vous connaissez bien. Le risque en utilisant ce type d'approche, c'est de considérer que dans un de ces strates d'âge, les personnes sont les mêmes. Troisième âge, les personnes âgées, est-ce qu'elles sont identiques?
Et en réalité, ceci, finalement, est faux. Et je vais essayer de vous en convaincre. Effectivement, il faut essayer de passer de cette vision fragmentaire du cycle de vie au fait que la vie est un continuum, un parcours accidenté d'événements, et qu'en fonction du nombre d'accidents, du type d'accident, eh bien, la trajectoire va varier d'un individu à l'autre. Cette vision fragmentaire, d'ailleurs, du cycle de vie a quelques conséquences, parce que, en particulier, c'est une façon d'expliquer aujourd'hui le cloisonnement des générations, alors qu'on a tendance à vouloir promouvoir l'intergénération. La vieillesse trouve ses premières fondations dans l'enfance, ça c'est une évidence pour tout le monde, et le vieillissement se prépare tout au long de la vie. On le dit souvent. Ça sous-entend bien que l'avance en âge est un processus continu et qu'il faut toujours considérer ce qui s'est passé avant pour présager ce qui passera plus tard. Et on va comme ça pouvoir expliquer les différences qui peuvent apparaître entre les différents individus. C'est ce qu'on appellera le vieillissement interindividuel. La trajectoire de vie idéale pourrait être représentée sous forme d'une parabole, comme ceci. On voit ainsi que la première partie de la vie, le développement, est finalement assez homogène dans une population. Les enfants, les adolescents, même s'ils sont différents les uns des autres, sont globalement plus proches, finalement moins différents que les plus âgés. Pourtant, cette première partie de la vie, elle est soumise à des facteurs d'environnement. On peut citer l'alimentation et son impact déjà à ce stade-là. On parle beaucoup de l'obésité et du surpoids. On peut citer également l'éducation parentale, j'en reparlerai tout à l'heure. Néanmoins, ces facteurs ont des effets relativement faibles dans les premières années de la vie, mais qu'on va observer plus tard. C'est-à-dire que l'impact de ces événements précoces, je reviens sur l'alimentation chez les plus jeunes, va avoir des conséquences qu'on observera beaucoup plus tard. L'exemple classique, c'est l'apport du calcium et la prévention de l'ostéoporose chez la femme de 65 ans et plus. On sait que c'est l'apport calcique à l'adolescence qui préside à un meilleur capital osseux et qui va ainsi protéger les personnes de l'ostéoporose 40 ans plus tard. Et on peut prendre beaucoup d'autres exemples. Mais c'est la deuxième partie de la courbe qui va être l'objet le plus souvent de modifications. Si tout individu suivait cette parabole, on atteindrait finalement l'espérance de vie maximale de l'espèce humaine qu'on estime à 120 ans. En réalité, il n'en est rien. Et la plupart du temps, les trajectoires sont des trajectoires, en dehors de modèles comme Jeanne Calment, des trajectoires qui sont accidentées. Alors, ce qui est important à considérer, c'est que, c'est un peu ce vers quoi je voudrais vous amener, évitons peut-être de se limiter à l'âge civil pour caractériser le vieillissement, et essayons d'appréhender le vieillissement comme un processus complexe, soit, mais hétérogène, et appréhendons-le en considérant qu'il y a plusieurs, finalement, modalités d'avance en âge. La première modalité pourrait être ce qui est figuré en blanc ici. Quand on mesure les capacités fonctionnelles, les aptitudes fonctionnelles d'un individu à accomplir une tâche, qu'elle soit physique, on peut mesurer la force, par exemple, musculaire, qu'elle soit intellectuelle, on peut mesurer les capacités d'un individu à accomplir une tâche complexe dans des situations écologiques, eh bien, on constate qu'un certain nombre de personnes, quand on les suit plusieurs années, vont garder ou, en fait, voir leur capacité se réduire, mais très modérément, voire ne pas se modifier du tout. Ça traduit le fait qu'un certain nombre de personnes sont capables de garder leurs compétences, leurs capacités, leurs aptitudes. C'est ce qu'on va appeler le vieillissement à haut niveau de fonction. C'est-à-dire que la fonction de l'organe n'est pas modifiée ou très peu modifiée par l'âge. J'y reviendrai. La deuxième modalité, qui est la modalité en rouge ici, c'est le fait que l'âge est quand même le premier facteur de risque de la plus grande partie des maladies les plus prévalentes, les plus fréquentes. Maladies chroniques en particulier, celles pour lesquelles on n'a pas de traitement curatif aujourd'hui. On peut citer les maladies de l'appareil locomoteur, l'arthrose, on peut citer les maladies de l'appareil sensoriel, la cataracte, le glaucome, on peut citer les maladies du cerveau, il en sera question tout à l'heure. Toutes ces maladies ont pour la plupart comme facteur de risque premier l'âge, c'est-à-dire qu'on est plus à risque d'être atteint de ces maladies à 90 ans qu'à 60.
Mais ce n'est qu'un risque, c'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. Et tout à l'heure, il sera question de la maladie d'Alzheimer, je ne vais pas l'évoquer, mais si on prend par exemple la cataracte, tout le monde ne fait pas une cataracte au même âge. Certains peuvent atteindre des âges très avancés sans d'ailleurs développer de cataracte. La seule maladie, qui n'est d'ailleurs pas considérée par nous comme une maladie, qu'on fait tous, et qui est la seule maladie qu'on peut considérer comme étant la maladie du vieillissement, parce que celle-ci, elle est programmée de façon génétique, c'est la presbytie. À 65 ans, tout le monde est presbyte. On peut développer la presbytie plus ou moins tôt, mais on sait qu'à 65 ans, tout le monde est atteint de presbytie. C'est le seul exemple. Dans la plupart des autres exemples, peut-être que si on atteignait 110, 120 ans, on serait tous atteints de cataracte, tous atteints de glaucome, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est important à distinguer le fait que l'âge est un facteur de risque de faire une maladie, mais ce n'est qu'une probabilité accrue de faire la maladie. Et puis entre les deux, vous avez le modèle de fragilité, sur lequel je vais un peu revenir, parce qu'il est important à appréhender. C'est ce modèle qui dit qu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas malades, ou finalement très peu malades, vont voir leur capacité fonctionnelle se modifier avec l'âge, se réduire, s'amenuiser. Alors on se sent moins alerte, on est moins capable d'accomplir une marche à rythme soutenu, on commence à avoir des problèmes d'essoufflement. Ça doit faire évoquer une maladie, bien évidemment, mais dans un certain nombre de cas, on ne mettra pas à ce stade en évidence de maladie. C'est une diminution de la fonction, sans qu'il y ait d'atteinte de l'organe concerné par la fonction. Alors ce concept de fragilité, de vulnérabilité, si vous voulez, il est important parce que vous voyez que, bien évidemment, on va passer en général de la courbe blanche, c'est-à-dire du vieillissement à haut niveau de fonction, à la seconde courbe et puis à la troisième. Donc il y a une gradation. Mais la flèche qui remonte est importante. Ça veut dire que quand on est fragile, on peut revenir sur la première courbe à condition d'avoir été identifié comme fragile et d'y mettre en place les mesures qui s'imposent. Et vous voyez que ces trois trajectoires sont la résultante de l'intrication de facteurs génétiques programmés et de facteurs de l'environnement. Et je vais mettre l'accent sur la place de l'environnement juste après. Alors M. Friguet abordera, donc je ne le ferai pas là, l'aspect plus fondamental du vieillissement, car le vieillissement est un phénomène qui s'appuie sur un certain nombre de théories biologiques, je ne vais pas m'y attendre. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que à 80 ans, effectivement, le résultat, c'est l'adjonction du génétique, dont il sera question tout à l'heure, de l'environnement qu'on a accumulé au cours de ces 80 ans, mais aussi de l'héritabilité, c'est-à-dire de ce qui nous est transmis très tôt dans la vie, c'est-à-dire nos comportements. Et je rappelle que les habitudes transmises dictent nos comportements et que l'éducation parentale, et notamment le niveau de connaissance de la mère, joue un rôle essentiel dans les acquisitions de l'enfant et de son avenir, que les conditions socio-économiques, le revenu, bien évidemment, jouent un rôle, c'est évident pour tout le monde. L'environnement professionnel, un peu plus tard, va lui-même apporter sa contribution à expliquer les différences qui pourraient apparaître ultérieurement, et enfin, et surtout, les expériences vécues. Le concept de résilience que tout le monde connaît bien aujourd'hui fait bien apparaître le fait que n'est pas certain que la vie, un long fleuve tranquille, c'est-à-dire traverser les âges sans jamais rencontrer d'obstacles, ce n'est pas forcément garant d'une capacité ultérieure à faire face à des événements difficiles. Et que probablement les expériences vécues au cours de la vie, les expériences vécues au sens négatif, c'est-à-dire les expériences difficiles, sont faites pour forger l'individu à être mieux capable d'affronter plus tard des événements difficiles. Je n'ai pas le temps de développer ce concept, mais il est très important. Alors, l'environnement, vous voyez ici, quand on regarde la part de l'environnement par rapport à la génétique, pour expliquer un certain nombre de maladies, elles ne sont pas toutes présentées ici, vous voyez que l'environnement, en fonction du temps, c'est l'environnement qui l'emporte sur la génétique. Plus on s'éloigne de sa naissance, plus c'est l'environnement, le poids de l'environnement qui va jouer un rôle important sur
ce qu'on sera plus tard. La génétique garde toujours une place, mais elle s'amoindrit au fil du temps. Et la génétique joue un rôle pour expliquer aussi les capacités qu'on peut avoir à faire face à des agressions. Chaque individu n'est pas armé de la même façon. Et puis c'est encore un peu plus compliqué, puisque entre l'environnement et le gène, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire il y a le fait que les gènes peuvent voir leur expression modifiée par l'environnement. On connaît de mieux en mieux maintenant l'interface entre gènes et environnement, et la place de l'épigénétique va être prochainement, je pense, un élément qui sera tout à fait intéressant, y compris au plan pharmacologique. Et puis il y a les phases de crise qu'on peut rencontrer au cours de la vie. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a une qui est importante, c'est la phase, on l'a cité avant, à 50 ans, on dirait maintenant 60 plutôt. Eh bien, c'est le fait que l'individu va être confronté à une somme de pertes. Alors les pertes, ça commence souvent par la perte du rôle de parent, au sens où les enfants s'éloignent, les pertes des responsabilités, les pertes du rôle professionnel. Alors derrière ça, il y a l'âge de la retraite, je pense que ça sera développé cet après-midi, les pertes du rôle social, syndical, associatif. Toute cette accumulation de pertes fait que l'individu qui n'a pas été capable de se préparer à la perte en trop va être à risque d'entrer dans la vulnérabilité. C'est en fait tout le concept qui est autour de ça, c'est le concept de résilience, mais aussi de capacité à faire face par des moyens de prévention sur lesquels on viendra. Donc pour résumer, un vieillissement à haut niveau de fonction, ce qu'on appelle vieillissement réussi, si vous voulez. Un vieillissement avec morbidité, c'est le fait que l'âge est un facteur de risque de maladie, et un vieillissement avec fragilité. Et je voudrais maintenant vous convaincre que c'est important de distinguer ces trois modalités. Et vous voyez qu'il n'est plus question de l'âge civil, là, hein. On est dans une approche de phénotype, si vous voulez, de typologie de personnes. Le vieillissement à haut niveau de fonction, ça concernerait 25% des personnes. Et c'est donc important. Le vieillissement avec maladie, ça concernerait 25% de la population. Et le vieillissement avec fragilité, ça concernerait 50%. Le but est de réduire la colonne du milieu, si vous voulez, pour enrichir la colonne de droite, c'est-à-dire la colonne en santé. C'est le concept de compression de la morbidité, hein. Alors, je voudrais, j'ai pratiquement terminé, simplement venir un peu sur cette notion de fragilité, qu'elle soit bien comprise. Dans la vie quotidienne, nous fonctionnons avec 30% de nos capacités. Qu'il s'agisse du muscle, du cerveau, des capacités respiratoires. On vit normalement tous les jours, si on ne fait pas d'efforts particuliers, avec 30% de nos capacités. Ça veut dire qu'on a 70% de réserves. Au niveau des réserves, il s'agit de réserves musculaires, respiratoires, cardiaques, cérébrales. Cette notion de réserve est importante, parce que c'est cette notion de réserve qui va permettre de définir la notion de fragilité. Effectivement, la fragilité, c'est le fait d'être moins capable de recruter ses ressources, ses réserves, parce que soit on n'est plus capable d'aller les chercher, soit elles sont amoindries. C'est plus souvent le cas. C'est la capacité à réparer des dégâts occasionnés par une maladie aiguë, une grippe, ou une agression qui peut être une agression psychique, un deuil. Le travail de deuil n'est pas, tout le monde ne l'accomplit pas de la même façon, à la même rapidité. Il y a certainement à rechercher autour de ça. Restauration, récupération. En fait, c'est toute cette notion dynamique. Et c'est toute la difficulté de définir la fragilité, c'est qu'en fait, c'est un phénomène dynamique. On devrait parler de fragilisation et non pas de fragilité. Et en fait, on pourrait la définir comme étant l'incapacité qu'aurait l'individu à répondre moins bien à un stress, de manière moins adaptée à un stress. Le stress au sens agression. Je vais vous montrer simplement cela sous forme de schéma. La personne part avec des capacités fonctionnelles avant l'agression, elle est agressée, elle fait une grippe, elle perd 300 grammes de muscles, elle est moins vaillante à la sortie de l'épisode, celle-ci va récupérer tout de suite à la fin de l'épisode grippal ou très rapidement, elle redevient ce qu'elle était avant, restitution à l'adégrome. On n'est pas dans un concept de fragilité, les réserves sont restituées à la sortie de l'événement. Par contre ici, on est dans le cas d'une fragilité, l'agression va laisser une trace, vous voyez que derrière, on ne récupère pas l'intégralité des fonctions antérieures,
Et cette dette de fonction, qui peut être une dette de fonction musculaire ou cognitive ou autre, eh bien si on imagine un scénario avec une succession d'agressions séparées de plusieurs mois, on imagine très bien qu'au bout d'un certain nombre d'événements, eh bien, les réserves auront été finalement recrutées de telle façon que la capacité de réserve aura été réduite et qu'à un moment donné, l'individu ne sera plus capable de faire face à un événement aussi banal qu'un état grippal, par exemple. Eh bien, c'est ce concept-là qui est important à considérer. Vous voyez qu'on peut l'illustrer ici à partir du cœur. Le vieillissement du cœur, finalement, existe bien au plan biologique, mais se traduit de manière très modérée au plan fonctionnel. Des études déjà anciennes ont montré que le débit cardiaque, si vous voulez, restait tout à fait normal ou presque très tard dans la vie chez des sujets qui n'étaient pas atteints de maladies cardiaques. C'est ce que veut illustrer cette première partie. Par contre, on est à risque, quand on a 70 ans, on est plus à risque de faire une hypertension et une conséquence de l'hypertension, une cardiopathie hypertensive, de l'angor, une insuffisance coronarienne. C'est un risque. Tout le monde ne le fait pas. Mais évidemment, les personnes atteintes vont voir leur débit cardiaque réduit. Les moyens thérapeutiques actuellement dont on dispose ne sont que palliatifs. Ils ne guérissent pas de la maladie. Ils évitent simplement que cette pente soit trop prononcée. Et ils font en sorte que la pente rejoigne la première, ce qui est difficile. Et puis, en fait, tout ce qui va survenir comme agression, c'est ce phénomène-là. Ce sont tous les événements qu'on peut éviter, qui sont par exemple des troubles du rythme du cœur ou des modifications du volume sanguin. Tous ces événements-là vont déstabiliser la fonction du cœur malade. Donc c'est ce point-là qui est important à repérer, et ça veut dire en fait que ce sur quoi on peut agir et on doit agir, c'est ce phénomène intercurrent, c'est-à-dire ces accidents qui doivent être absolument prévenus ou en tout cas traités. Donc pour me résumer ici, vous voyez que ces trois types de vieillissement qui n'intègrent pas la notion d'âge civil se distinguent par le fait qu'au plan structurel, il y a des différences, il y a des modifications structurelles de nos organes avec l'avance en âge, mais elles sont surtout le fait des malades. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de distinguer le fait que les réserves fonctionnelles dans le premier modèle sont stables et sont pratiquement normales. La fragilité, elle se distingue par le fait que ces réserves sont amoindries. Elles le sont bien sûr beaucoup plus dans le modèle avec maladie. Je vais passer rapidement pour ne pas dépasser mon temps. Alors, on a essayé de définir la fragilité pour qu'on puisse la reconnaître plus facilement. Et vous voyez qu'il n'y a pas de définition vraiment consensuelle, mais enfin la plus affranchie est celle-là. C'est le fait, par exemple, de présenter une perte de poids involontaire. Donc toute perte de poids n'est pas normale. Il faut s'interroger sur sa cause. Une vitesse de marche plus lente, ça c'est un très bon critère. Plusieurs études ont montré que la vitesse de marche, le fait de moins être capable de marcher à une vitesse normale, si vous voulez, était un critère prédictif d'entrée dans la maladie, voire même de perte d'autonomie plus tardive. Faible force de préhension, la force de préhension qu'on peut mesurer en clinique. La faiblesse, la notion de faiblesse, d'épuisement, d'un effort, les activités physiques réduites. Tous ces éléments-là, et on devrait rajouter dans ces critères, c'est en quoi je les critique, la perte des capacités mnésiques, cognitives. C'est une fragilité sur laquelle Françoise reviendra tout à l'heure, je pense. Voilà. Donc vous voyez qu'en réalité, on doit véritablement différencier des phénotypes, c'est-à-dire des apparences. Vous voyez qu'ici, vous avez trois individus qui ont des âges civils qui sont relativement proches, mais qui finalement, quand on les regarde, paraissent très différents. Ils se différencient surtout par leur état fonctionnel, plus que par leur âge physique. Alors, il ne faut pas néanmoins cacher la réalité. L'âge est également un facteur de risque de maladie, je l'ai dit. C'est clair que dans les enquêtes de morbidité, quand on interroge les personnes de 65 ans à domicile, le nombre de morbidités déclarées est élevé. Il peut atteindre 6 ou 7 selon le sexe, mais dans ces morbidités déclarées, il faut savoir que dans ces enquêtes, on intègre toutes les morbidités, y compris les troubles du sommeil, la presbytie, donc ça paraît énorme, mais en réalité, la part qui revient aux maladies graves est quand même moindre.
Et ceci explique aussi que les ALD, c'est-à-dire les maladies qui sont reconnues ALD, prises en charge à 100%, s'accumulent dans le grand âge. Ça, ce sont les pyramides. Ça, c'est la pyramide des âges. Ça, c'est la pyramide inversée des ALD, c'est-à-dire des maladies qui sont prises en charge à 100%. Ça traduit bien le fait que ce sont bien les plus âgés qui sont le fait des maladies les plus sévères. La dépendance n'est que la conséquence des maladies chroniques dont la prévalence augmente. Toutes les maladies chroniques, d'ailleurs, ne sont pas à l'origine de dépendance, mais les maladies chroniques dont on parle le plus aujourd'hui sont à la source d'une dépendance. Néanmoins, cette dépendance, vous voyez, si on prend les plus de 60 ans, elle ne concerne que 7% des plus de 60 ans. Ça, c'est si on prend la population des 60 ans et plus. Par contre, si on distingue les strates d'âge, on constate que la proportion de personnes dépendantes, elle est quand même le fait des plus de 80 et a fortiori des plus de 90 ans, puisque 18%, 42%. C'est encore la traduction du fait que tout s'accumule en fin de vie et qu'on est parvenu à différer l'âge de survenue des maladies, ce qui explique probablement cela. Et je vais terminer simplement avec cela pour vous faire réfléchir un petit peu. J'ai parlé du stress au sens agression. L'agression, c'est une agression qui peut être une maladie, qui peut être un événement de vie difficile à surmonter. Voilà ici ce que l'on a pu montrer chez l'animal. Un animal à qui on soumet un stress. S'il est jeune, vous voyez, il est en bleu, c'est-à-dire que son stress va être un bon stress. Il augmente son cortisol, mais à l'arrêt du stress, le taux de cortisol se normalise très vite. Par contre, s'il est âgé, en rouge, cet animal va être moins capable de gérer son stress. Le cortisol augmente, mais vous voyez qu'à l'arrêt du stress, le cortisol reste élevé. Ce cortisol qui reste élevé n'est plus très bon pour l'organisme. Là, autant il était utile au départ, et s'il persiste, il devient délétère, et il va générer un certain nombre de conséquences, notamment une atteinte de la masse musculaire, une atteinte des défenses de l'immunité, une atteinte de la masse osseuse. Il va augmenter le risque également d'athérome, et il va retentir aussi sur les capacités de mémoire, puisqu'il y a une relation avec l'hippocampe. Et c'est ce qu'on appelle la dérégulation du stress. L'organisme âgé est moins capable de réguler son stress que l'organisme jeune. Et bien évidemment, à l'occasion d'une agression, ceci va être révélateur. Et le risque, c'est qu'il entre dans un cercle de cascade d'événements successifs. Alors, quand on parle du stress, il faut intégrer le fait que ce stress implique un axe qui est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et on a montré que les rats, c'était les rats dont je parlais tout à l'heure, les rats qui ont bénéficié d'un maternage, donc qui ont été bien maternés dans leurs premiers jours, étaient mieux armés à faire face au stress parce que leur régulation du stress était mieux assurée, y compris au cours de leur vieillissement. Eh bien, on vient de montrer plus récemment, j'ai fini, que cette relation entre maternage et stress s'expliquait par l'épigénétique. C'est-à-dire que ça passe par des modifications d'expression des gènes, des récepteurs au cortisol. Et donc tout ça me fait dire que le vieillissement qu'on imagine très tard dans la vie, on en parle quand on est âgé en général, c'est un phénomène qui débute très tôt, et que ce vieillissement, il implique une relation à l'autre très forte, puisque le maternage, mais j'aurais pu dire le lien social, interagit probablement également avec l'expression des gènes pour expliquer les moindres capacités à faire face à des agressions des personnes qui n'ont pas bénéficié de ce type de lien social. Alors ça peut être des liens sociaux de différentes natures, ça peut être un maternage, ça peut être une relation entre le grand-père et sa petite-fille. Pour ceux qui avaient une autre hypothèse, elle est peut-être bonne aussi. Et je terminerai en répondant aux 3 questions que j'avais évoquées en première diapositive. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure était faux. Le vieillissement, processus biologique déterminé, avec limite inhérente à l'espérance de vie, non. Nous sommes programmés pour survivre, non pour vieillir et mourir. Nous sommes programmés pour survivre. Deuxième assertion, le vieillissement est un déclin fonctionnel irréversible. Le vieillissement est un processus qui, par nature, est malléable. J'ai essayé de vous le montrer.
Il y a réversibilité possible, on peut passer du statut fragile à un statut de normalité. Et enfin, quand on dit que le vieillissement est une phase de la vie marquée par un déclin fonctionnel, c'est également faux. En fait, il existe un continuum entre jeunesse et vieillesse. Je vous remercie de votre attention.